Bienvenue à De dehors, le podcast de plein air, le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on sait pas où est-ce que ça se termine. Je suis votre hôte David, je suis accompagné de l'autre hôte. Marc-André? Ouais, bonjour Marc-André. Bonjour David. Bonjour David. On commence encore une fois cette semaine avec un shout-out, une review qu'on a eue d'un fan. La chronique dédicace, ouais, la chronique review. Chronique review, mais revue. J'aime mieux la chronique revue. La revue? Comme les revues dans le temps, là, les revues qu'on peut acheter cool, les revues cool. Revue cool. Okay. That's it, elle vient d'être baptisée. Vas-y David, remercie notre fan de la semaine. Oui, donc le fan de la semaine pour la revue, c'est Samuel Martin qui nous a écrit à travers la plateforme de réseau social Facebook. Ce qu'il nous a dit, c'est « Salut les fous de pas dedans ». Déjà là, Sam a fait une erreur, c'est les fous de pas... Les fous de pas de dedans. Il manquait un de. Ouais, il manquait un D, c'est ça. Il manquait juste un D, mais tu vois, même moi, j'ai eu de la misère à le dire. J'ai littéralement clenché vos podcasts, tout comme je clenche des montagnes. Emoji qui sourit en pleurant. Emoji de montagne. Beau travail. Donc, merci Sam. Continue à clencher des montagnes. Shift, fais ça. Ouais, c'est bon ça. Clenche tout dans ta vie, mon Sam. Ouais, sauf les lumières rouges. Ça, attention. Et, Samuel nous a partagé aussi que ça allait faire un beau voyage en Patagonie cet hiver. Donc, good luck. Puis tu nous partageras des photos. Qui sait, on va peut-être avoir le goût d'y aller, nous autres, avec. Suivre ses traces. Les traces de Sam. Ben oui, c'est ça. Il nous a donné des secrets là, on peut pas dire. Là. C'est ça. Parlant de suivre des traces. Ah oui. Suivons les traces des perdus. Chronique du perdu. Chronique du perdu. Donc, en fait, c'est des perdus. Encore une fois, c'est des perdus à leur insu. C'est en fait une nouvelle un peu cocasse par rapport... cocasse, pas drôle, là, par rapport à la randonnée. C'est très drôle. Très drôle. Un couple d'amateurs de la nature vont en randonnée à peu près à 3 heures de la maison. Donc, standard, je prends toute la journée pour aller en randonnée. Ouais. Donc, eux, après, des gens de Seattle, West Coast, West Coast, dans les gens de la côte ouest, en fait, arrivent à leur voiture, puis eux, ils ont ce qui arrive, en fait, c'est que ces gens-là, ils avaient leurs clés de maison dans la voiture, ils se sont dit, si je perds mes clés dans le bois, je les trouverai jamais, je les laisse dans le char, puis je pars juste avec une clé, je suis le premier à faire la même chose. La clé du char. Ben, pas la clé du char, la clé de chez nous. La clé du char est dans mes poches. Mais c'est ça, mais ils partent avec la clé du char. Exactement. Donc, ces gens-là avaient laissé leur information personnelle dans la voiture, si on veut. Comme tout bon Québécois qui laisse son passeport, ses registres, exactement, ses plaques puis toutes ces affaires-là. Donc, après leur randonnée, j'imagine, on n'a pas vraiment de détails sur le sentier qui est emprunté, mais c'est pas pertinent dans l'histoire. Ils arrivent à la voiture, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est rentré via le toit ouvrant dans la voiture. Donc, c'est des gens fortunés, là, ils ont un auto qui a un toit ouvrant. Ils sont pas à plaindre. Ils sont pas à plaindre, non. Puis les gens, en fait, les voleurs, les méchants dans l'histoire, ce qu'ils ont fait, ils ont fouillé dans le coffre à gants. Moi, dans le coffre à gants de mon char, il y a premièrement mon passeport parce que il est toujours là-dedans. Puis il y a aussi mes papiers d'immatriculation sur lesquels il y a l'adresse. À Seattle, si tes plaques, il y a l'adresse. Donc, ce que les méchants ont fait, à ce moment-là, ils ont pris l'adresse des hikers, des gens qui randonnaient, ont ouvert le hood de la voiture. Pourquoi? Pour couper les câbles de la batterie. Question qu'ils puissent pas s'en aller de la randonnée si facilement. Donc, en parallèle, ces gens-là, les voleurs, ont fait 3 heures de voiture pour se retrouver à la maison des randonneurs, sachant évidemment qu'ils étaient pas là. Il y avait la clé. Puis qu'elle allait pas arriver de sitôt, là, ils avaient comme vandalisé la voiture. En arrivant à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé, en fait, du linge, de l'équipement électronique, l'équipement de camping, des vélos, en fait, tout ce qui avait une certaine valeur. Puis, ils sont aussi, après ça, partis avec leur Nissan Pathfinder qui était stationné à la maison. Le tube de clé était à côté de la porte. Ouais, puis il y avait sûrement 2 voitures, puis ils étaient partis randonner avec une des deux. Donc, ces gens-là, sont bien déçus de ce qui s'est passé. Tout ce qui est matériel, ça leur importe peu. Comme je disais, ils ont un toit ouvrant, des gens riches. Mais en fait, non, c'est pas vrai ce que je dis. Ils sont plutôt concernés avec le fait qu'ils se sont fait voler leur identité, si on veut. Là, ils ont eu accès à des informations personnelles. Puis, c'est ça. C'est ce qui sentent le plus, c'est que leur identité a été volée. Donc, Anna Anderson, Seattle, est bien déçue de s'être fait voler son Pathfinder. Mais tu sais, en même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Qu'ils amènent tous leurs papiers avec eux? On essaie tout le temps d'être le plus léger quand on est en randonnée. Exactement, je sais pas. C'est dur, tu sais. Je veux dire, moi, je me sens en confiance. Tu sais, c'est pas un souci que j'ai quand je pars, je laisse ma voiture de me faire défoncer mon char. J'ai l'impression que les gens de plein air, c'est des bonnes personnes. Je le crois aussi. Tu le crois aussi, donc c'est ce qui s'est passé, les perdus, je sais pas si c'était vraiment des perdus, des malchanceux du dehors là, pour la chronique perdue cette semaine. Donc si vous allez faire de la rando à Seattle,
emmenez pas vos papiers. C'est mon conseil que je vous donne. Ouais, mais là, c'est illégal de pas avoir de papier dans ton char. Moi, je fais juste soulever la problématique, j'apporte pas de solution. Ouais, ok. Donc on trouve le problème, on fait, il y a un problème là. On touche un peu, ça fait mal, puis après ça, on s'en va, puis on fait, on n'a pas la solution. Exactement. Donc, David, allez, il s'est passé quelque chose de particulier la semaine dernière. T'es allé en randonnée? Oui, je suis allé en randonnée. Oui, sans toi. Sans moi. Donc, écoute, tu peux-tu me parler de comment c'était plate, s'il te plaît? Ah ouais, sérieusement, non, mais j'ai remplacé Flamand par 2 personnes, le vlogueur Joe Explore et le physiothérapeute, blogueur de Physio Rando, Robin Collard. Donc pas mal tout pas le podcast, le nouveau média game de randonnée était là. Exactement, crème de la crème, en fait. Communauté des réseaux sociaux et de hiking du Québec. La médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze étaient là parce que vous êtes simplement les 3. C'est qui la médaille d'or? Il y a encore une fois, il amène une problématique, donne pas de solution. Parfait. Donc, ouais, c'est ça. On a fait un gros trip, mais je vais juste vous parler de 2 des montagnes qu'on a faites. C'est Redfield et Cliff. Donc, Redfield et Cliff, c'est 2 montagnes dans les Adirondacks. Pour faire un lien avec les perdus, 2 montagnes très perdues. Donc, très loin au milieu des Adirondacks. Redfield, 15e montagne, 1404 mètres. Vraiment loin. Pourquoi est-ce que cette montagne-là s'appelle Redfield? Parce que Verplanck Colvin, c'est... C'est le gars du Colvin Range? Ça, c'est un autre épisode. Okay, on n'est pas rendu là encore. Il a appelé cette montagne-là le mont Redfield pour William C. Redfield. William C. Redfield, c'est qui? C'est un des organisateurs et membre de la première expédition à monter Marcy en 1837. Et c'est aussi lui le premier qui a deviné que c'était Marcy, la plus haute montagne des Adirondacks. Qu'il a deviné. Ouais. Parce qu'il a regardé ça au loin, il a dit « je pense que c'est elle la plus longue ». Parce que des fois, de loin, tout ça, ça peut paraître un peu différent, tu sais, perspective. Les perspectives, c'est ça. Donc, Redfield, 1404 mètres. Là-dessus, ce qu'on peut voir, une belle vue de Allen. On peut aussi voir la montagne, Allen, Marcy, Gray, Skylight, le McIntyre Range, Colden. Puis c'est important, quand on arrive au sommet, on continue un petit peu plus loin. Genre même pas 5 secondes après. Il y a un petit point de vue plus loin, puis on va super bien à Allen. Donc, n'arrêtez pas à côté sur le sommet. Parce que pour de vrai, c'est un sommet boisé. Il n'y a pas grand-chose à faire. À la couche. Ouais. À la couchie. Exactement. Donc, Redfield, Monsieur William Charles Redfield, un météorologue, ingénieur, c'est en son honneur. Sûrement qu'il y a l'autre qui l'aimait pas tant que ça parce que tabarouette que c'est pas une montagne. Météorologue, ouais. Et ingénieur, ça me fait penser dans le temps, là, les gens, ça avait comme 4-5 métiers à voir. Mais oui, exactement. Mais lui, ça a été le premier président de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Fait que c'est un scientifique, là. Oui, c'est un Grégory Charles, là, des brouillards, là. Exactement. Et l'autre montagne que j'ai faite avec ça, c'est Cliff. Donc Cliff, c'est une maudite, ça. Cliff est 44e rang, 1208 mètres. Elle a même pas le 4000 pieds parce que, dans le fond, ils se sont trompés. Quand ils ont fait le relevé en 1897, la hauteur de Cliff, ils ont dit « Ah, c'est plus que 4000 pieds, plus que 1219 mètres. » Finalement, même pas. Même pas. L'enquête qu'ils ont faite après ça en 1953, ils se sont rendus compte que marchait pas pantoute. Ils s'étaient trompés de 11 mètres. Donc, avec les outils de l'époque, je suis quand même impressionné. Ouais, quand même. Tu sais, moi, je prends souvent ma montre GPS pour mon altitude. Puis quand je compare l'altitude, disons, répertoriée dans les outils de référence, puis ça, sur ma montre, il y a souvent plus de 11 mètres de distance. Ouais, exactement. Il faisait ça avec des tubes puis de la pression. On peut poster, peut-être si vous voulez, pourrait poster une image que j'ai vue, là, genre, mais c'était comme un dessin, parce que je sais même pas s'il y avait des caméras dans le temps, sûrement, là. En tout cas, ouais, c'est quand même intéressant comment il faisait ça. Puis ce qui est intéressant à savoir, c'est que malgré qu'elle a plus 4000 mètres, mais Cliff fait encore partie des 46. Il y en a 3 comme ça. Et je me souviens pas c'est quoi les 2 autres, là, mais les 2 dernières. Et il y en a d'autres montagnes qui ont plus que 4000 pieds maintenant. Et ils ont quand même pas mis dans la liste. C'est historique, la liste des 46, plus que vraiment une mesure de... Ouais, exactement. J'imagine que les 46, ils veulent se mesurer si on me permet la façon de parler à ceux qui l'ont fait avant. Donc, ouais. C'est plus une question d'histoire que si tu vraiment 4000 pieds. Exactement, ouais. Donc, Cliff, 1208 mètres. Là-dessus, tu vois Algonquin, Colden, mais tu vois pas grand-chose. T'as l'air déçu de Cliff.
Ben, les deux, c'est des sommets boisés qui a pas grand chose à voir, puis que moi je l'ai fait, puis il y avait des nuages, fait que j'ai encore moins vu de stock, mais ça fait partie de la game. Hein. On choisit pas tout le temps la météo rendue en haut. Puis surtout dans les Adirondacks, on sait que la météo change rapidement, fait que il faut être prêt. Puis est-ce que David, là, pour faire de Cliff une randonnée comme mémorable, tu mangeais des Barcliff en... Oui, j'ai mangé une Barcliff. Oui, j'ai mangé une Barcliff en la montant. Ouais. OK, ça aurait été mon genre de faire ça. Je suis content au moins que tu aies pensé un peu à faire le genre de trip qu'on fait ensemble. Faut que je fasse le jeu de mots, pas le choix. Pas le choix. Donc, comment faire ces deux montagnes-là si reculées? Deux moyens. Soit par Upper Works, le trailhead. Là. Ouais. Donc, si tu viens de Montréal, du nord, tu dois descendre 1 heure plus loin sur l'autoroute pour aller pogner le trailhead par en haut. Sinon, tu peux aussi le faire à partir du lodge. Tu as 1 heure de moins, mais la trail est un peu plus longue. Donc, tu vois que c'est pas mal similaire. Donc, moi, je prendrais, pour de vrai, on a fait les deux, nous autres. On a essayé à partir du Upper Works et on a échoué. Et on a aussi essayé à partir du lodge. Moi, j'ai essayé à partir du lodge et c'est là que j'ai réussi. Donc, je pense que le lodge, c'est la meilleure idée. Ouais. C'est ça que mon point. Malgré que ce soit plus long. Mais tu passes beaucoup de temps en voiture. Donc exactement, ouais, c'est ça. Au final, disons, le temps passé à l'extérieur de la maison va être comparable. Mais c'est mieux de passer du temps de dehors que dans une voiture. Ouais. Hein? Pas cave. Donc, à partir du trailhead Upper Work, tu prends la Calamity Brook Trail, marche là-dessus pendant un petit bout. Tu vas croiser un terrain de camping officiel, il va être à ta droite. Ensuite, tu vas arriver au Calamity Lean-To. Ça, cet endroit-là, c'est au Floodlands. Là-dessus, tu peux voir, c'est quand même beau. Là, le matin, nous autres, on a posté une photo, c'était très beau, avec 2 terrains de camping à cet endroit-là. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'ours à cet endroit-là. C'est quand même un endroit qui attire des oursidés. Puis juste pour faire un rappel, on va plugger nos émissions. On a parlé quoi faire avec des ours lors de... Ouais. On avait les lèvres des prédateurs dans les premiers épisodes. Dernier épisode, on parlait aussi des... le bear épisode. Le bear épisode, là, dans celui-là, on avait donné plein de mesures là, pour... si jamais tu vas faire du camping dans les Floodlands, je te suggère de l'écouter. Ouais, exactement. Peut-être c'est des choses que tu sais déjà, mais au moins, tu vas valider que tu le sais. Ouais, exactement. Ensuite, un coup t'es rendu au Lean-To de Calamity, prends à droite au Lake Colden. OK? Continue là-dessus. Tu vas pogner là, rendu à un certain point, tu vas voir, il va y avoir un embranchement. Tu prends à droite pour la Marcy Trail. Marcy Trail continue. Tu vas arriver au Uphill Lean-To. Nous, c'est à cet endroit-là qu'on a dormi. Quand même, un beau Lean-To. Très grand. Il pouvait accueillir environ 6 personnes. C'était bien. Continue juste un petit peu, mettons, 15 minutes peut-être. Tu vas arriver au Y pour Redfield puis Cliff. À gauche, Redfield. À droite, Cliff. Sur l'arbre, c'est un arbre mort. Il y a une gravure avec un C, une gravure avec un R. On le sait comment que les trails non balisés des Adirondacks sont souvent avec des flèches puis des gravures. Donc, c'est ça. Un R, un C. On va mettre une photo sur l'Instagram. Ça prend quoi? Nous rendre là, nous autres, ça nous a pris 10 heures peut-être, faire les deux. OK. Moi, en tout cas, c'est quand même long. Même plus que ça. En tout cas, pas important. 10 heures. Ouais, 10 heures, on va dire. Ensuite, mais si vous partez à partir du lodge. Donc, Upper Works 28,3 km, lodge 28,8 km. OK. C'est 500 mètres de différence. Exactement. C'est pas grand-chose. Là. Pour 1 heure de char, moi, je prendrais le 500 mètres vite. À partir du Upper Works, à partir du lodge, excusez, on prend la Van Ovenberg Trail jusqu'à Marcy Dam. Marcy Dam, que souvent, on passe souvent devant. Là. C'est le ski de fond, ça. Oui, non, mais il y en a une qui peut aller jusque-là. Ouais. C'est la Fangorn, je pense, la triple. Genre, on a vu des gens en ski de fond dans ce coin. Oui, tu peux faire du ski de fond. À Marcy Dam, beaucoup de places de camping. Beaucoup de places de camping, mais beaucoup de gens veut dire beaucoup d'ours. Donc, n'oubliez pas votre bear can. Ensuite, au Marcy Dam, vous prenez Avalanche Pass Trail. Continuez sur ce trail-là. Il y a des, vous pouvez pas le manquer, là. Il y a des affiches. Rendu un peu plus loin, on prend à gauche pour Lake Arnold. Le Lake Arnold, vous dites, oh, wow. C'est comme l'émission Et Arnold? Non. C'est beaucoup moins, grandiose que ça. C'est vraiment juste, presque. Ouais. Pas grand chose à voir. Mais, on a quand même pris un petit lunch là, on était bien. Continue encore. C'est genre, tu peux aller à droite, tu vas au petit Lake Arnold, tu reviens, tu continues sur la piste. Tu vas aller au Feldspar Lean-To. Rendu à cet endroit-là, tu prends la Mount Marcy Trail, la Marcy Trail dans le fond. Tu la prends à droite et ça va t'amener au
Uphill Lean 2, qu'on a parlé. Donc là, tu es rendu au même point que si tu étais venu par Upperworks. Et tu continues un peu plus loin, tu pognes le Y, Redfield à gauche, Cliff à droite. Donc voilà. C'est comment qu'on fait, Redfield et Cliff, qui, sérieusement, je pense que si vous allez faire ça là-bas, les seules personnes que vous allez rencontrer, ça va être du monde qui veulent faire les 46. Parce que c'est des montagnes qui sont dures, beaucoup de racines, beaucoup de boîtes, très à pic. C'est pas pour les débutants, là. C'est des montagnes très dures, mais je suis content de les avoir faites. Un bon défi. Un bon défi. Ouais, j'imagine que quand t'es retourné à la voiture, tu te sentais bien, tu te sentais fier. Ah oui. Super. Super, David, merci pour la chronique de montagne. C'est un plaisir. Là, on va introduire de quoi d'autre? C'est une suggestion. Suggestion de, je me rappelle plus qui. Qui nous a fait cette suggestion-là, David? Samuel Martin. Samuel Martin. Shout out. Merci, Samuel. On l'essaye puis on verra ce que ça donne. Chronique voyage. Là, Chronique exotique. C'est son nom temporaire. On va sûrement la baptiser mieux que ça. Moi, j'aime les chroniques exotiques. Moi, j'ai aussi pensé chronique rêve. Ah ouais. Non, c'est trop deep, ça. OK, exotique. Là, David, tu nous as parlé de tes montagnes que tu as fait sans moi, qui étaient pas très palpitantes. Non. Moi, je vais te parler de montagnes que j'ai faites sans toi, qui étaient excellentes. Ah, c'est ça, c'est ton Donc, payback. C'est le retour du balancier aujourd'hui d'accord, durant d'accord. la chronique rêve. Chronique exotique, oui, c'est ça. Chronique exotique, je vais vous parler du Angel's Landing. D'accord. Donc, moi, je trouvais ça cool d'insister sur la chronique rêve parce que c'est le Angel Landing qui fait appel aux anges. C'est quoi ça? Mais les anges sont pas dans le rêve. Ben oui. Ah ouais? On n'a pas le même rêve. Hein? Non. Ton rêve, en tout cas, ton rêve, c'était pas d'être un ange? Un ange de la rénovation? Peut-être, ouais. Le Angel's Landing, c'est quoi? Toi, tu nous as parlé de ta randonnée de près de 30 km. Ça, c'est un 8.7. Puis c'est où? C'est dans le Utah. Le Utah, c'est dans le parc national de Zion. Donc, Angel's Landing, on trouve ça là. Pour ceux qui savent pas c'est où, je peux donner plus de précision, là. C'est l'endroit Utah Show. L'endroit Utah Show. Utah besoin de prendre l'avion pour aller. Donc, dénivelé de 453 mètres la randonnée là, sur les 8.7 km. Donc, ça grimpe assez rapidement. Habituellement, on alloue entre 3 et 4 heures et demie là, pour accomplir le sentier. C'est pas très difficile pour la grande majorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Angel's Landing, c'est une espèce de massif rocheux qui avant s'appelait le temple de Aulus. Aulus? Donc, c'est qui Aulus? C'est quelqu'un qui possédait la roche jadis. Ah, nice. Donc, la roche là-bas, c'est une roche particulière. C'est une espèce de monolithe. Donc, comme un gros massif rocheux au milieu d'une vallée. Il y a une rivière, en fait, en bas qui aurait comme creusé, si on veut, autour. Puis, il aurait resté ça au centre. Puis, la roche, c'est de la roche sédimentaire. Donc, c'est pas comme de la roche ignée. La roche sédimentaire, c'est des sédiments qui ont comme été collés ensemble sous la pression et la chaleur depuis des millions et millions d'années. Donc, ce qui fait, c'est qu'il y a beaucoup d'érosion là-dessus. Donc, le sentier est vraiment tapé, puis où les gens passent, on peut voir, là, si vous avez la chance de regarder sur Google les photos du Angel's Landing, vous voyez où les gens passent, là, c'est vraiment lisse. Donc, c'est particulier, puis ça peut être très casse-gueule, c'est moi. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là, donc la roche, c'est comme un papier sablé. Assez rade, puis anecdote, quand je suis allé dans le coin, on a fait de l'escalade aussi, puis ils disent de pas faire l'escalade justement quand il pleut, parce que ça vient vraiment, vraiment être dur sur la roche, puis on peut l'endommager. OK, ouais. Donc, l'altitude, au final, c'est en haut de 5000 pieds. Donc, tu me parlais de tes petites montagnes de 4000. Là, ici, on parle de 5790 pieds. Ouais, mais nous, on est au Québec ici. Est-ce qu'on pourrait l'avoir en mètres, s'il vous plaît, Flamand? Oui, sans problème, sans problème. David, je suis un homme préparé. 1763 mètres. Merci. Donc, Angel's Landing, vous l'avez dans les deux unités. Je l'ai dit en pied au début parce que c'est aux États-Unis. T'as besoin de ton passeport pour aller. Jeez. Non, mais pour vrai, le seul but, en fait, de ça, c'est de vous inciter à aller regarder sur Internet, là, c'est quoi l'Angel Landing, ça peut vous donner des idées de voyage. Qu'est-ce que j'ai de besoin, en fait, pour aller là-bas? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir? Premièrement, la fin du sentier, là, j'ai pas la distance avec moi, ça se fait sur une crête, si on veut, qui est vraiment pas large. On parle à peu près d'1 à 2 pieds, puis de chaque côté de ça, en fait, tu as la vue directement sur la rivière dans le bas, donc ça peut donner le vertige. C'est des drops d'au moins 1000 pieds, donc si tu tombes en bas, pas peur. Tu peux te faire mal. Puis pour ceux qui ont pas peur, comme Dave, il y a rien de particulier. Puis pour ceux qui ont peur, en fait, il y a une petite chaîne tout le long sur des poteaux, donc tu peux te tenir en gravissant, disons, la montée finale. Est-ce qu'il faut un harnais pour s'assurer sur la chaîne? Tu t'assures avec tes deux mains.
Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'harnais, pas comme une Via Ferrata, par exemple. C'est vraiment une chaîne, donc tu tiens, c'est pour t'aider. Faites attention, il fait très chaud. On est au Utah. Il faut beaucoup d'eau. Il faut beaucoup d'eau. On parle d'au minimum 3 litres pour l'activité, malgré que ce soit pas si long que ça. Il peut faire très chaud là dans le Utah, c'est un peu désertique. Désertique, c'est aride comme climat. Fait que même si t'amènes ton filtre... Non, t'es sur une montagne, il n'y a pas d'eau qui coule là, sauf, il y en a en fait dans le bas de la roche, mais c'est pas pertinent de... Quand tu l'auras pas plus pour en haut, en fait. Faut être assez en bonne forme physique. Comme je disais tantôt, c'est une montée à peu près de 1500 pieds sur 8 km, donc ça va vite. Sachez, en fait, que la dernière partie est difficile avec la chaîne. Elle fait peur, mais pour le reste, c'est pas mal accessible à tout le monde. Moi, quand je suis allé, il y avait des familles, des groupes organisés de gens que je pourrais considérer comme étant pas excessivement en forme. Il y avait même des comme je dis, des petits-enfants. J'ai même vu des touristes avec des bébés dans un sac à dos là, qui faisaient ça. Donc, ça peut paraître impressionnant sur papier, mais je crois que c'est accessible à tout le monde. Mais on dit, par exemple, que l'âge recommandé pour faire la randonnée, c'est 12 ans. Donc, avant ça, peut-être que ça peut être dangereux. L'enfant, il a peut-être pas l'expérience nécessaire pour saisir le danger, au moins. Là. Parce que, comme je dis, la grande partie de l'ascension finale, c'est sur un ridge qui est pas large. Donc, faut faire attention, mais je crois que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil là-dessus, là. Dans ce coin-là, le parc Zion, plus précisément, c'est un endroit que j'ai trouvé majestueux. C'est une des choses... Angélique, exactement. L'Angel Landing, c'est quelque chose qui m'a aussi... qui m'a touché, qui m'a ému. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus, le parc national de Zion. Je crois que la chronique, là, David et moi, on a quand même un petit historique là, de randonnées un peu partout dans le monde. Donc, on va peut-être partager une fois de temps en temps des randonnées juste pour vous faire rêver. Puis, allez voir ça en ligne. Là, les photos sont incroyables. La roche est belle. ça va sûrement devenir un combat de qui a fait la randonnée la meilleure le plus loin. Exactement. Puis, je pense que je viens de mettre la barre très haute. Ah ouais? Donc, Okay, c'est Dave, bon. J'en ai une pour la prochaine. J'attends ton comeback pour la semaine prochaine. Parfait. Donc, on va revenir un peu en arrière. Tu nous parlais de Redfield et Cliff. Ouais. Avec tes amis Joe Explore, Robin et Physiorando. Shout out. Salutations à vous. Tu nous as dit que tu as dormi dans un lean-to, mais t'as passé vite. Ça fait souvent dans nos émissions, on en fait mention de fois de temps en temps. Explique-nous c'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Donc, lean-to. Ouais. Je vais vous expliquer le lean-to, ce que c'est. Les règlements non écrits aussi. L'étiquette. L'étiquette des lean-to. Les lean-to, c'est quoi? C'est une cabane, 3 murs, un toit. Donc, un côté ouvert. Là-dessus, tu peux dormir. C'est comme une plateforme. C'est vraiment, en fait, tu dors là avec ton matelas, ton sleeping. Tu mets pas ta tente là. Tu peux pas mettre ta tente dans le lean-to. Ça prend trop de place. Puis de toute façon, ça maganerait aussi le plancher de bois du lean-to. Surtout quand tu mets des piquets. Dans le bois, en effet. Il y en a une centaine dans les Adirondacks. Et je pense que c'est surtout reconnu dans les Adirondacks, mais je pense qu'il y en a pas mal aussi ailleurs là, aux États-Unis. Là. Donc, le lean-to, le principe de ça, premier arrivé, premier servi. Tu peux pas, dans les Adirondacks en tout cas, tu peux pas réserver un lean-to. C'est vraiment, si t'arrives là, c'est plein, ben tout bad. Donc, ça marche sur la loi du shotgun. Faut que tu l'aies en vue, puis tu colles le shotgun à la maison. Ouais. S'il y en a un autre qui est en arrière, faut que tu cours en premier, puis tu lances ton sac là. C'est de même, ça marche. Là. Lean-to, d'habitude, 6 à 8 places. Sûrement qu'il y a un moyen de faire plus de place, mais là, c'est pas au détriment des autres, mettons. Mettons des coupes, ça peut en fitter un peu plus. Ouais, exactement. Bien collé. Souvent, les lean-to sont pleins. Comme moi puis Flamand, on a souvent essayé d'aller là-dedans. Toutes les fois, c'était plein. Ouais. Donc, très important, toujours s'amener une alternative. Plan B. Donc, un plan B, exactement. Une tente, un hamac, peu importe. Ou peut-être avoir plusieurs lean-to sur son itinéraire. On va au premier, OK, pas lui, s'il est plein, 2, 3. Exactement. Puis, un petit rappel, si vous avez une tente, 45 mètres de la trail. Vous pouvez pas camper dans la trail. C'est pas bon. Dans le sentier, c'est pas bon, ça. Et aussi, en bas de 1220 mètres d'altitude. Ça, c'est quoi? C'est 4000 pieds. À moins que... 3000. D'une urgence. Non, 4000 pieds. 4000 pieds? Ah oui. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ça que ça disait sur le lean-to etiquette. Ah, c'est écrit. C'est ça qu'ils disent. Mais il me semble que c'est ça. C'est 1200 mètres. Okay. Donc, aussi, important, c'est pas parce que t'es dans le lean-to que... en fait, les gens, pourquoi ils vont dehors? Pour avoir de l'espace. Donc, c'est important aussi de demander aussi aux gens parler. Beaucoup de communication, tu sais. Mettons, t'arrives quelque part, puis il y a du monde, tu sais, demander, c'est correct si je vais là, genre, on est là pour tout avoir du plaisir. L'important, c'est quoi?
Ben, où ce qu'il n'y a pas de gêne, il y a du plaisir. Non, c'est le respect. L'important, c'est le respect. Et aussi, c'est ce qui compte. Donc, les lean-to, leave no trace. On en a parlé souvent. Pack it in, pack it out. Donc, c'est la même chose dans les lean-to. Si t'as des poubelles avec toi, tu les ramènes. Même si t'en trouves, ramène-les aussi. Ben oui, dans ton sac. C'est une BA, c'est une bonne action. Dans le même esprit, faites pas des gravures flamand was here WUZ dans le lean-to là, puis vous mettez l'année là. C'est pas cool ça. Ou genre toi puis tu mets un cœur puis moi puis Marie là. Ça c'est juste romantiser du vandalisme, c'est pas correct, ok? Même si les intentions sont bonnes, c'est non. Même si les intentions sont bonnes, exactement. Ensuite, si vous allez aux toilettes, allez pas pisser sur le côté du lean-to, les gars. Les demoiselles, je pense pas qu'ils vont le faire, là, à moins qu'ils fassent la chaise sur le côté, mais même à ça, allez pas pisser sur le côté du lean-to. Imaginez si l'hiver, tu te réveilles, t'as un gros rond de pisse à côté de toi. Moins le fun. Tu sais, l'été, tu peux le cacher, c'est un peu plus dur, mais on fait pas ça. Donc, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? On va plus loin. 45 mètres du sentier, on creuse un trou, puis on y va à la turque. C'est quoi ça, à la turque? Pas d'eau. Tu t'accroches après un arbre à une main, tu squattes ça bien comme du monde, whoop, dans le trou, après ça, renterre tes excréments, puis t'enterres pas non plus ton papier de toilette, là. Non, tu ramènes ton papier de toilette. Oh! Donc là, ça, c'est une autre affaire, là. Ça, c'est niveau 2, là. Ouais, ça, c'est le niveau 2. Amenez-vous des ziplocs. On s'approche de Bear Grylls, là. Ouais, exactement. Même côté toilette, hygiène, se brosser les dents. Brossez-vous pas les dents à côté du lean-to puis crachez ça à terre, là. Ça, la menthe, ça peut attirer les animaux. Donc. Dont les ours. Exactement. Tu vas pas au camp. Donc, votre pâte à dents, allez la cracher plus loin du campement. Et si possible, versez de l'eau dessus. Puis, même pour les gars, puis c'est dessus. Non. 2 pierres d'un coup. Pas fou, hein? Comme ça rince. Exactement. Uh-huh. Ensuite, dans un lean-to, attention au bruit. Les hikers, là, d'habitude, ça se couche avec le soleil, puis ça se lève avec le soleil. Faites pas le party jusqu'à 3 heures du matin, là, parce qu'il y en a que eux, c'est à 4 heures du matin qu'ils se réveillent dans le lean-to. Sur ce point-là, le monde dit, mais là, à quelle heure tu peux te lever dans un lean-to? Le lean-to, il va se lever quand le premier va se lever. Parce que c'est là que tu te rends compte que pacter du stock, ça fait du bruit. Donc, tout le monde se lève, puis du bon, ben, tant qu'à faire. Tant qu'à être debout, let's go. Aussi, amenez des bouchons. Le monde dans la vie, ça ronfle. Ou si vous ronflez, amenez des bouchons pour les autres. Faites votre BA. Bonne action. Imagine juste la personne qui se promène, excuse-moi, je vais être dérangeant. Ouais, exactement. Je donne des bouchons. Ben, tu sais, c'est une bonne affaire. Moi, je pense que c'est un bon truc. Ensuite. Faute avouée à demi pardonnée, hein, comme on dit. Exactement. Ensuite, quand vous êtes dans le lean-to pis qu'il fait noir, blastez pas votre frontale blanche dans ma face. Tu sais, celle qui vaut genre 1500 lumens, là, pis qui m'aveugle le 3/4 du temps. Mettez-vous en mode rouge. Tu sais, la lumière rouge, les bonnes frontales ont ça, là. Moi, j'ai une bleue pâle aussi. Bon, quelque chose qui aveugle pas beaucoup trop quand tu te réveilles, tu sais. Ensuite, quand vous êtes dans un lean-to, puis que, mettons, le matin, vous allez aller faire une montagne. Ouais. Laissez pas vos affaires là, puis partez faire la montagne, puis là, vous revenez à midi, pactez votre stock, vous en allez. Comme on a dit, c'est le premier arrivé, premier servi. Il y a des gens qui vont dire, « Ah, bon, mais c'est poche. Il y a plus de place dans le lean-to. » Fait que là, vous devez vous en aller plus loin. À faire un autre lean-to, ça peut vous rajouter plusieurs milles. Ben, sur certaines personnes. Nous, c'est ça qui est arrivé. On est arrivé à midi, il n'y a plus de place dans le lean-to. Puis quand on est revenu 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, ben, il y avait 3 places qui s'étaient libérées. Fait que, tu sais, ça, donc, c'est quelqu'un qui avait laissé son stock là. Ouais, moi, là, on avait tout monté nos tentes, tout ça, on avait tout fait un hamac. Donc, on n'avait pas le choix, là. On avait le choix. Moi, je suis allé dans le lean-to, mais les deux sont restés dans la tente. S'il y a un fire pit, brûlez pas vos déchets. Du plastique, du métal, c'est le fun à brûler, là, mais c'est pas bon pour l'environnement, puis ça reste des traces. C'est pas le fun. Vous pouvez brûler vos papiers, là, si vous brûlez du gruau, là, c'est correct. Vous pouvez le prendre. Aussi, si vous faites un feu, utilisez juste le bois mort. Allez pas bûcher dans un arbre, là, comme on a vu certaines personnes faire au poisson blanc. Ensuite, amenez vos bear cans. Et aussi, gardez-les pas dans le lean-to. 40 à 60 mètres du lean-to, le bear can. Et un autre petit truc aussi. Quand vous vous réveillez le matin, là, essayez que ce soit pas avec votre alarme de cellulaire de la job qui est setée à 5 heures du matin parce que tu travailles dans la construction. Le hiker est supposé être levé. C'est 6 heures environ, moi je dis ça. Et si un balai dispo à la fin, ben balayez ça. Gardez ça propre. C'est comme une maison.
Mais c'est à la maison à tout le monde. Chacun fait sa part, on va pouvoir garder ça longtemps. Exactement. Et aussi, cuisinez pas dans les doux. Les odeurs, ça attire. Toujours le camp, le camp de cuisine, toujours plus loin, à 150 pieds. Et prenez pas trop de place. C'est fait pour être partagé. Ouais. On en donne à tout le monde. Donc, Flamand, je te laisse terminer avec la citation de cette semaine. Ouais, c'est ça, chronique philo-citation. On ramène John Muir. John Muir qui a laissé beaucoup d'écrits derrière lui, une très grande empreinte sur tout ce qui est plein air, nature. C'est pas difficile, tout ce qu'il faisait, il allait dans le bois, il montait des montagnes, puis il écrivait des livres. Tout ce qu'il faisait. Ben écoute, il vivait le rêve. Il vivait le rêve. Bon, c'est ça, comme John Muir, ce qu'il nous a dit, c'est quoi, David? Après une de ses randonnées, vraiment qu'il avait pas mis ses guêtres. Il y avait le mollet dans le sable. Il y avait sûrement des guêtres en Gore-Tex cette année. De tous les chemins que vous allez prendre dans votre vie, soyez assurez-vous en fait d'en prendre quelques-uns qui seront de terre. Donc prenez pas juste les chemins pavés où tout le monde passe. Allez un petit peu à l'extérieur des sentiers battus. Ouais, Paris-Roubaix, là, c'est bien beau, là, mais hein. Exactement. C'est du pavé, là. On n'en veut pas de ça. Non, on va où ce que les autres sont pas allés. Puis c'est avec ça sûrement qu'il s'accomplissait John Muir. Ouais. Donc j'espère que c'est une citation, Dave, qui va encore amener une réflexion chez toi avant de te coucher ce soir. J'en prends déjà, moi, des chemins de terre. Ouais, mais pense-y. Même à toi matin, dans le parc. Je traverse le parc à Montréal. Ouais, mais le parc, c'est un sentier battu pareil. Ouais, mais je traverse dans le parc, il y a un pit à sable pour les kids. Je suis dans le sable, dans la terre. OK, David, si c'est pour toi, ça, c'est aller à l'extérieur des sentiers battus. C'est correct, t'as ta vision de la chose, puis je la partage pas. Donc, hey, ça fait le tour pour cette semaine. Yes! Ça fait le tour pour cette semaine. Encore un autre épisode de compléter. Épisode 14, qui est en fait notre 15e. Donc, encore une fois, on est très fiers de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, de dehors. Yes. Instagram, de dehors. Snapchat, on en parle toutes les semaines, mais on n'en a pas. On est en retard, on n'est pas ça à la tâche. En fait, on a un Patreon aussi, là, si vous voulez nous encourager. On a déjà une personne qui nous encourage. Un patron. Raphaël, merci encore de nous supporter. On apprécie grandement. Oubliez pas de parler de nous à vos amis. On s'est rendu compte, je pense qu'au fil de nos épisodes, le bouche-oreille, ça marche très bien, puis on a une bonne rétroaction avec ça. Ouais. N'hésitez pas non plus à aller nous donner des commentaires ou un petit 5 étoiles là, sur les plateformes, sur la plateforme en fait sur laquelle vous écoutez notre émission. Allez vous abonner, comme iTunes. Ça vous allez avoir une notification. Exactement. Quand on va sortir de quoi. Puis ça marche avec toutes les applications. iTunes, Stitcher, Google Play, Podcast. Donc avec ça, vous allez avoir notification pas mal à tous les mardis. On est assez assidus là sur tous les mardis. Ça devrait vibrer dans ta poche. Donc c'est ça. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. Puis on se voit où, David? À dehors! À dehors!